Tout commence par une notification qui clignote, un titre racoleur qui promet la liste des célébrités qui ne verront pas la fin de l'année. On clique par curiosité, par peur, parfois par réflexe. Mais derrière l'algorithme qui se réjouit des vues, il y a un malaise plus profond. Pourquoi la mort annoncée des autres nous fascine-t-elle autant? Et surtout, que révèle cette obsession sur l'état de notre écosystème médiatique en 2025? À l'ère des tendances virales, prédire le décès de personnalités est devenu une mécanique cynique. On choisit des noms connus, on assemble des extrapolations hasardeuses, on saupoudre d'un soupçon de source proche du dossier, et l'on espère que l'indignation fera le reste. Pourtant, derrière le clic se cache une évidence, nous ne parlons pas de personnages fictifs. Nous parlons d'êtres humains, avec des familles, des équipes, des amis, des histoires des gens qui, comme chacun de nous, vivent, vieillissent, tombent, se relèvent. Réduire leur avenir à un pari macabre, c'est faire commerce de leur vulnérabilité. Alors, plutôt que d'alimenter la machine, mettons-la à nu. La première clé pour comprendre l'essor de ces prédictions est économique. Les plateformes récompensent l'engagement instantané, plus un contenu suscite de réactions colère, effroi, stupéfaction plus il est poussé. La mort, ultime tabou, incarne l'aimant parfait. Les fausses alertes prospèrent parce qu'elles convertissent nos réflexes émotionnels en chiffres. Dans ce jeu, la rigueur s'efface, l'éthique s'étiole, et le vrai perd du terrain face au vraisemblable. La deuxième clé est psychologique. Parler de la mort des célébrités, c'est apprivoiser la nôtre à distance. Les stars, figures totémiques de nos imaginaires, deviennent des miroirs. Leur fragilité nous rassure si même les figures intouchables sont mortelles, la nôtre l'est un peu moins, domestiquée par le récit. Prévoir l'imprévisible, c'est tenter de reprendre la main sur l'angoisse, comme si prédire, c'était contrôler. Vient ensuite la clé culturelle. Depuis toujours, les sociétés ont ritualisé le deuil des figures publiques. Mais nos rituels se sont pixelisés, l'hommage se fait en story, la veillée en thread, la mémoire en playlist. Dans ce monde accéléré, la tentation est grande de précipiter le récit et anticiper la fin avant même qu'elle n'arrive. Ce n'est pas de la mémoire, c'est une spéculation sur la mémoire à venir. Et la spéculation, on le sait, manipule les cours ici, le cours de l'émotion collective. Face à cela, de quoi peut-on parler, légitimement, utilement, humainement? On peut parler de la manière dont se fabrique une rumeur. Elle commence souvent par une ambiguïté, un malaise en coulisses, une hospitalisation discrète, un silence prolongé sur les réseaux. Puis viennent les copies, les détournements, les montages et, parfois, les deepfakes. Les images truquées de dernières apparitions circulent plus vite que les démentis. La rumeur se nourrit de la défiance et s'il démente, c'est que c'est vrai. Elle prospère dans les angles morts d'un journalisme pressé, où l'on cite sans vérifier, où l'on reprend sans contextualiser. On peut aussi parler d'éthique. Dans la couverture de la santé et de la fin de vie, il existe des principes clairs, respect de la vie privée, vérification systématique des informations, prudence sur les causes, refus de la spectacularisation. Ces principes ne sont pas de la frilosité, ce sont des garde-fous pour ne pas transformer la souffrance en divertissement. Un bon récit ne se mesure pas aux frissons qu'il arrache, mais à la dignité qu'il préserve. Alors, si nous refusons les listes macabres, que peut contenir un contenu responsable en 2025? D'abord, de la pédagogie. Expliquer comment fonctionnent les sources fiables, comment reconnaître un canular, pourquoi certaines informations tardent légitimement à être confirmées. Ensuite, de la mémoire positive, mettre en lumière les œuvres, les engagements, l'héritage. Parler des carrières en cours sans prophétiser leur fin, c'est déjà donner au public autre chose qu'un compte à rebours. On peut également aborder un volet trop souvent occulté, l'accompagnement. Quand la disparition d'une personnalité advient, elle réveille chez beaucoup des chagrins personnels, parfois anciens, parfois intimes. Offrir des ressources, numéros d'écoute, associations, conseils simples pour parler du deuil aux enfants n'est pas accessoire, c'est un service public. La culture populaire façonne nos émotions. L'information peut, à son tour, façonner nos outils pour les vivre. Autre piste, la responsabilité des plateformes. En 2025, la technologie permet de détecter la propagation fulgurante de mots-clés sensibles. Pourquoi ne pas imaginer des garde-fous activés automatiquement? Avertissement de vérification, ralentisseur d'algorithmes, signalement facilité vers des cellules de fact-checking. Ce ne sont pas des muselières. Ce sont des herbas destinés à amortir l'impact d'un choc informationnel quand il touche à la vie et à la mort. Il y a, enfin, le rôle du public. Nous n'achetons pas seulement des contenus, nous les fabriquons à force de partage. Chaque fois que nous relayons une liste de prédictions, nous endossons une part de sa violence symbolique. L'influence, ce n'est pas seulement le pouvoir des créateurs, c'est aussi celui des audiences qui récompensent, sanctionnent, guident. En refusant de cliquer, nous votons. En demandant des récits dignes, nous légiférons à notre échelle. Certains diront, ce n'est que du divertissement.
Vraiment, imagine-t-on une seconde recevoir une notification prophétisant la mort d'un proche? Le divertissement n'excuse pas tout. La célébrité n'abolit pas la personne. Au contraire, elle nous oblige davantage, plus la lumière est forte, plus l'ombre projetée peut être longue. Notre responsabilité est de ne pas abandonner les individus à cette ombre. Alors que retenir en 2025 que la mort n'est pas un pitch, que l'information n'est pas un pari, que l'empathie n'est pas optionnelle. Nous pouvons raconter autrement, célébrer les carrières, contextualiser les absences, expliquer les silences, accompagner les chagrins, dénoncer les arnaques émotionnelles. Nous pouvons préférer la vérité lente au buzz instantané. Et nous pouvons, surtout, choisir de parler des vivants comme de vivants jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a trouvé, c'est peut-être que vous avez déjà croisé ces prédictions nauséabondes. La prochaine fois, souvenez-vous de cette boussole des vrai. Est-ce utile? Est-ce respectueux? Si l'une de ces réponses manque, alors gardez votre temps, gardez votre paix, gardez votre humanité. Parce qu'à force de prédire la fin des autres, on signe, sans le savoir, l'agonie de notre propre sens de l'éthique. Ici, nous faisons un autre choix. Nous parlons de culture, pas de compte à rebours, de mémoire, pas de marché à terme, d'humanité, pas de spéculation. Et si nous devons un jour raconter une disparition, nous le ferons comme on ferme une porte doucement, pour ne réveiller personne avec des mots qui bercent, des faits qui tiennent, et une pudeur qui honore. C'est peut-être moins spectaculaire, mais c'est, à coup sûr, plus humain.